Je m'appelle Sharon Sali, chercheur à la Fondation Gerda Henkel et président de l'Association pour la protection d'archéologie syrienne, APSA. Suite aux discussions, aux interventions d'aujourd'hui vis-à-vis à la question de traitement, comment traiter le corps vivant, l'être humain, ou plutôt les restes humains. Et ensuite, la deuxième moitié de cette journée, c'est les restes des humains, c'est son mémoire, le matériel. Je me suis permis en fait de modifier un peu l'introduction parce que là on parle d'une autre région et une région de guerre, et la question qui se pose, est-ce que l'être humain il a la même valeur aux yeux de la population locale là-bas et à nos yeux ici? Pas seulement le matériel antique mais aussi le matériel actuel. Pourquoi certains d'entre nous et surtout la presse, quand il y a un des acteurs militaires qui détruit ce patrimoine en Syrie, par exemple, tous les médias ils en parlent, mais sur le même terrain, d'autres acteurs ils interviennent et on n'en parle pas. L'être humain, par exemple, cette image qui montre, ça c'est le camp des Palestiniens à Damas, dont la population a été déracinée de son quartier, a été déplacée, et par la suite, tout ce qu'il restait, là comme vous voyez tout en bas, a été complètement pillé, même les câbles qui se trouvent dans les murs. Ce que je veux dire, tous les acteurs militaires en Syrie sont impliqués. Là, c'est l'armée du régime, il y a l'opposition, il y a les islamistes, etc. Et là, c'est une manière aussi de financer les mercenaires. Ce n'est pas seulement le patrimoine archéologique qui finance, mais aussi là. Pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce que une machine à laver ou un frigo ou une télévision, ils ne vont pas l'importer depuis la Syrie pour le vendre en Europe. Mais c'est une partie, une des ressources qui fait circuler l'économie de la guerre. Par contre, le patrimoine archéologique, on en parle tout de suite, parce qu'il arrive ici. D'abord, l'être humain, dans des pays où il y a la guerre, en fait, ils n'ont aucune valeur au niveau local. L'exemple de la Syrie, par exemple. Depuis 8 ans, il y a une guerre. Cette guerre, ça fait 8 ans que ça commence. Il y a 12 guerres en réalité dans une guerre. Au niveau local, c'est les civils, c'est une essence de la guerre. La politique de tous les acteurs qui se trouvent, que ce soit locaux, que ce soit régionaux, que ce soit international, c'est de vaincre l'ennemi. Le patrimoine actuel, le patrimoine, on va dire, la fabrication, le savoir-faire, etc., tout ça aussi, ce n'est pas dans la priorité. Et au niveau international aussi, malheureusement, c'est la même chose. La réponse toujours, c'est très compliqué au niveau, ça je parle pas seulement au niveau officiel, mais au niveau de la population aussi. Aujourd'hui, quand on parle de la Syrie, c'est compliqué. C'est ça la réponse. Donc c'est-à-dire que les êtres humains, pour moi, au moins personnellement, les êtres humains là-bas, en fait, ils n'ont pas la même valeur que les êtres humains ici. Et la question qui se pose et que je vais la poser tout à la fin, qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir, la génération qui n'a connu que la guerre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, on va maintenant commencer pour les restes humains et le matériel des êtres humains à l'Antiquité. Là aussi, les squelettes des humains, en fait, n'ont aucune valeur actuelle au niveau local ni international. Pourquoi? Parce que les chasseurs des trésors, ils ne s'intéressent pas aux squelettes, ils s'intéressent au matériel qui se trouve avec cette squelette. Donc, parce qu'elle n'a aucune valeur économique, du coup, il va les trouver, il va la jeter à côté et il va chercher pour trouver un trésor. Au niveau international, les collectionneurs ne s'intéressent pas non plus. Donc, malheureusement, là, c'est une perte énorme pour les archéologues. Pour commencer là maintenant, le sujet, Syrie, c'est l'un des pays les très riches au Moyen-Orient. Nous avons actuellement 6 sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
Et les 6 sites sont aussi actuellement aussi sur la liste des sites menacés. Ils ont subi des destructions à degrés variés, comme Bosra, Damas, Alep, Palmyre, la citadelle, le krach de Chevalier et les villages antiques au nord de la Syrie. Voici les principaux menaces que nous, on les a classifiées en 2 catégories, l'interruption de travaux de restitution, les mesures de sécurité insuffisantes, et puis les dangers, c'est l'occupation des sites archéologiques, les bombardements, ensuite les actes de vandalisme, et puis l'utilisation systématique, par exemple, des bulldozers, et bien sûr le pillage. Je vais montrer quelques photos pour montrer en fait ou expliquer un peu ces menaces. Par exemple, l'interruption des travaux, comme vous le voyez ici. Avant et pardon. Pour le point rouge, c'est donc celui d'avant. Comme vous voyez ici, là, avant et après, cette interruption, malheureusement, elle laisse beaucoup d'effets, surtout pour tout ce qui est de construction en matériaux légers, c'est-à-dire la brique. Par la suite, on voit les mesures de sécurité pour certains musées, ce sont très simples, comme c'est le cas du musée de Apamé, en fait, avec une simple cadenas, donc il est tombé victime de pillage. Troisième exemple, c'est d'utiliser le site en tant que camp militaire, comme on le voit ici, que ce soit par le régime, par le régime syrien ou par aussi l'opposition, comme on voit dans le cas de Apamé, dans le cas d'Ebla, de Palmyre et des collines, qu'ils ont un lieu stratégique. Quatrièmement, les bombardements surtout des musées et des sites archéologiques. Vous voyez ici le musée de Maratanaman où se trouve la plus grande collection de mosaïques au Moyen-Orient. Dans ce musée a été bombardé jusqu'à maintenant 4 fois par des barils lancés par des hélicoptères, des barils explosifs. Le musée de Raqqa a subi des pillages, a subi aussi des destructions. Par conséquent, certains sites comme Palmyre ou d'autres sont devenus un champ de guerre entre les différents acteurs qui sont actuellement en Syrie. Et puis l'utilisation de bulldozers, comme vous voyez sur ces 2 photos, par exemple ici c'est par l'armée syrienne où ils ont tracé des routes, creusé des tunnels. Donc il y a des couches archéologiques très importantes non fouillées par les archéologues ont été complètement rasées. Comme par exemple ici, on voit des vestiges archéologiques qui ont été répertoriés par des archéologues, mais avant que les archéologues puissent fouiller, malheureusement, les bulldozers, ils ont rasé tous ces niveaux archéologiques ici. Les actes de vandalisme, c'est pour plusieurs raisons. Souvent, vous avez vu, certainement, ou la plupart d'entre vous, sur les chaînes télé, que Daesh a détruit un tel site ou tel site. Ils ont plusieurs objectifs et Daesh n'est pas le seul acteur qui a fait des actes de vandalisme. Ce sont pour des raisons idéologiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de mépression de la population locale, de supprimer leur mémoire, parce que quand ils se trouvent en telle tombe, une tombe d'un soufi par exemple, que la population locale, ça fait une partie de leur mémoire en fait collective, et quand on la rase, en réalité on méprise cette population d'une manière ou d'autre. Les actes de vandalisme, ça fait, comme j'ai dit, par différents acteurs. La plupart d'entre vous avez vu au moment de la 3e reprise de Palmyre. Palmyre est libérée, tout le monde était content. On avait les discours de l'UNESCO, on avait les discours des autres. On avait des milliers de photos qui montraient la tragédie au cœur du musée de Palmyre où toutes les figures ont été saccagées, ont été cassées, mais il y avait cette petite photo qui a été publiée par France Presse. Surtout celle-là. Et elle est passée comme une lettre à la poste sans que personne se pose la question, même les journalistes qui étaient sur place.
Or, là, c'était en fait un missile qui a été lancé par un avion qui a traversé le toit du musée, comme vous voyez ici. Et si ce missile en fait explosait, c'est-à-dire il y avait une drame complète. Tout ce qui Daesh avait laissé, ça se transformait en poudre. Heureusement qu'il a traversé donc jusqu'au niveau du sol, mais il n'a pas été explosé. Avant de faire venir les journalistes, donc, on naturalise la bombe, on la ramène et ensuite on dit venez regarder. Donc c'est une guerre médiatique aussi en fait. Le patrimoine, quel que soit l'acteur militaire en Syrie, la priorité pour lui c'est de l'utiliser comme une arme de guerre. Là, c'est un exemple dans les zones de l'opposition, par exemple, des actes de vandalisme. On a ici des sarcophages byzantins qui ont été détruits sans aucune raison. On vient maintenant pour la question donc de pillage et des actes de vandalisme aussi liés au pillage. Les musées syriens, dès 2011, ils n'étaient pas bien sécurisés, donc une bonne partie de ces musées ont subi des cas de pillage, comme c'était le cas au début, au mois d'août, par exemple, en 2011. Au moment où il n'y avait que des manifestations, la ville de Hama elle était sous le contrôle total du gouvernement syrien. Cette statue d'une divinité aramienne, plaqué en or, qui était très important, a été pillé sans que les portes ou les fenêtres du musée soient forcées. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille au sein du musée, qu'il avait pillé, depuis on n'a plus de nouvelles. Le musée de Raqqa, comme vous voyez ici les coffres, malheureusement le musée complètement a été pillé. Nous avons 38 musées nationaux et aussi régionaux. Les principaux musées en Syrie, c'est celui de Damas et d'Alep. Ensuite, il y a donc des musées qui sont consacrés à un site ou une région. Celui de Palmyre, de Hama, de Homs, de Ma'arat al-Aman, d'Idlib et de Raqqa sont partiellement ou complètement pillés. Il y a eu des cas de pillage, parfois complets comme le musée de Raqqa, parfois une trentaine d'objets comme le musée de Ma'arat al-Aman ou une centaine d'objets comme le musée de Homs, par exemple. Voici quelques photos qui montrent l'état du musée de Idlib, par exemple, qui a été vidé, mais ce musée a été bombardé plusieurs fois par des avions de MiG. Les objets ont été cachés dans des dépôts dont, quand la position a pris le contrôle de la ville, ils n'ont pas trouvé ces dépôts. Mais à cause de ce bombardement, en fait, une fois il a touché une partie d'un dépôt, ils ont découvert et du coup, il y a eu 30% de la collection de ce musée, selon nos informations, ont été malheureusement pillées à la suite de découvertes de ces dépôts. Un petit bilan qui montre donc qu'il y a 15 musées ont été victimes de pillage, 13 musées sont endommagés à divers degrés, et puis le cas de quelques dépôts aussi qui ont été malheureusement tombés victimes de pillage, comme ici à Dora Oropos, le dépôt de Hrekla, le dépôt de Qalat Jabar et celui de Apamé ainsi de Bousra. Là, quand je dis des dépôts, en fait, il y a une collection. Ça peut être parfois de 2-3 000 objets. Parfois, par exemple, à Dora Oropos, c'était une maison où il y avait des répliques. Mais le dépôt de Herakla, par exemple, il y avait entre 20 et 30 000 objets antiques. Ce que je veux dire, pour Raqqa, par exemple, toutes les découvertes de Raqqa depuis 1980 jusqu'à 2011, 98% sont complètement disparus. Des dépôts, certaines tombes à Palmyre elle-même, en fait, il y avait donc des sarcophages, il y avait des matériels authentiques. C'était laissé dans ces tombeaux souterrains pour le tourisme. Et la DGAM, la Direction Générale des Antiquités, a pris des mesures pour la protéger, mais malheureusement, les pilleurs ont pu pénétrer dans ces tombes et donc piller ces statues funéraires comme on les voit ici avant et après.
Le dépôt d'Hérakla, vous voyez ici quelques photos de ce dépôt très important où il y avait entre 20 et 30 000 objets. Là, c'est la maison de Tel Beïdar où il y avait aussi parfois les pilleurs, en fait, et ils pillent des objets dont ils ne connaissent pas les valeurs. Là, par exemple, c'est des morceaux de céramique qui n'ont aucune valeur économique. Ce sont juste des tessons que les archéologues, en fait, ils ramassent lors de leurs fouilles et ils les gardent dans la maison de la mission pour les étudier, pour les dessiner, pour les ensuite que ça fait pour un objectif purement scientifique parce que c'est 5 minutes, je le termine dans 3 minutes. Ces objets, donc il y a beaucoup de faux et des répliques qui circulent sur le marché international. Les trafiquants, ça peut être des individus qui habitent juste à côté des villages. Il y a ensuite des groupes qui mettent des accords avec la force militaire qui se trouve sur place, comme ici à Apamé, il y a un checkpoint qui s'appelle le checkpoint d'Antiquité, le checkpoint de l'armée syrienne, et on voit des pilleurs pendant la journée, ils sont en train de piller, ce qui donne donc par conséquence plusieurs panneaux de mosaïques et des milliers d'objets sont disparus de ce site. Ici, on voit sur le site d'Ebla des enfants, ce que je vais dire, c'est toujours dans n'importe quelle force militaire, il y a une partie qui donne des permissions et qui sont impliquées d'une manière ou d'autre pour permettre à ces gens pour fouiller. Là, le site d'Ora Oropos a été complètement fouillé par des gens que vous voyez ici pendant la journée, avant et après les fouilles. Les manières où ils fouillent, en fait, la plus simple, c'est à la pelle et ensuite les détecteurs des métaux, par exemple, comme on les voit ici. Il y a des permissions tout à fait à droite, à gauche ici, c'est Daesh qui les donne aux gens. Et une fois que les objets sont trouvés, donc, ils les transportent vers les pays limitrophes, principalement la Turquie, la Jordanie et le Liban. Et là, c'est la mafia internationale qui prend la marchandise en main. Et ça se passe au pays du Golfe, par l'Europe ou en Asie. Ici, tout en bas, par exemple, il y a des objets qui sont saisis ici en France, envoyés depuis le Liban. Et la destination définitive, c'était un pays asiatique, si je ne me trompe pas, c'était le Taïwan. Des objets qui arrivent aussi en Israël, par exemple, et la plupart des objets les plus importants, les collectionneurs, ils vont les cacher, ils vont créer jusqu'à ce que la question syrienne soit résolue, c'est-à-dire dans 10 ans, et ils vont créer une histoire ou une identité, une nouvelle identité pour cet objet, en essayant d'avoir des faux papiers et de créer une histoire comme quoi qu'il a hérité de son grand-père, etc., pour pouvoir le vendre sur les maisons, sur le marché. Pour terminer, donc, il y a plusieurs associations et organisations qui s'occupent à la documentation des destructions du patrimoine syrien. Ici, il y a certaines associations locales qui prennent des mesures de protection, comme on le voit ici, qui arrêtent des trafiquants. D'autres, ils essayent de protéger les mosaïques dans des musées ou des collections, ou des travaux aussi sur place, sur les sites, quand on les voit. Et par la suite aussi, c'est de cacher des collections qui sont en menace. Pour ce qui concerne APSA, donc notre association, nous, on organise des stages de formation pour ces gens qui se trouvent sur place et puis documenter tout genre de destruction, quel que soit l'acteur. Là, c'est un exemple de Alep 2011, à partir de 2012, 13, 14, 15, on voit la différentes étapes de destruction. Palmyre, pour la plupart des journalistes et aussi des non-spécialistes, c'est Daesh qui l'a détruit. Nous, jusqu'à maintenant, nous avons 5 phases de destruction à Palmyre. Donc la première, c'était de 2012 par l'armée syrienne. Ensuite, c'était Daesh, et puis l'armée syrienne et l'armée russe. Et par la suite, de nouveau, c'était Daesh. Et actuellement, c'est l'armée syrienne et l'armée russe, malheureusement. Ces objets, bien sûr, elles circulent. Il y a des petits amateurs parfois, même parmi ce que nous on fait, en fait, donc on documente les cas, par exemple, quand il y a des pillages sur place.
Et on essaie aussi de poursuivre ce qui circule sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ici, par exemple, c'était un fragment de tablette que quelqu'un voulait le vendre sur le bon coin, donc on a pu bloquer la vente. Parmi les activités qu'on fait aussi, on essaye d'identifier les criminels, quels que soient les criminels. Jusqu'à maintenant, notre association a pu identifier 3 personnes et espérons qu'un jour, il y aura une sorte de tribunal comme c'était le cas à Tambacto pour Palmyre et pour d'autres. Donc, on essaye de suivre les dossiers de ces personnes quand ils se montrent dans des usages. Dans des images. Tous nos documents, ce n'est pas la totalité qui a été publiée ou qui s'est publiée sur notre site web, mais nous avons notre propre base de données adressée aux professionnels, que ce soit la documentation des sites ou la saisie des objets qui circulent sur le marché. Ces objets, il faut bien sûr avoir un bon réseau de contact avec des professionnels et aussi avec des gens sur place. Avec des professionnels parce qu'on ne peut pas tout examiner. Moi, je suis spécialiste au 2e, 3e millénaire. Là, c'est un objet de l'époque romane qui se trouve sur le site web de l'Interpol en tant qu'un objet, un tableau authentique, mais en fait, c'est faux. Là, le dessin, il vient de Pompée et pas de Syrie, mais fabriqué en Syrie en 2011 ou en 2012. Donc, nous avons toujours, les archéologues, l'un a besoin de l'autre. 1 minute et je termine. Voici quelques cas des objets. La catégorie des objets, 80% sont des objets communs qui n'ont pas une valeur économique immense. C'est des parures, des petites jarres, etc. Ce n'est pas une source essentielle pour financer les groupes terroristes, on va dire. Et ça arrive parfois à avoir des objets exceptionnels, comme ces statues romaines, par exemple. Là, ils ne vont pas apparaître tout de suite sur le marché, mais ils vont être achetés, acheminés chez le collectionneur, cachés pendant 10 ans, et ensuite, au bout de 10 ans, il va inventer une nouvelle histoire et des nouveaux documents pour pouvoir par la suite les vendre. Même la propagande des terroristes, par exemple, ici, parfois, on essaye de voir, là, c'était une vidéo publiée par Daesh, comme quoi des objets qui sont trouvés à Dora Europos, mais il y a un examen attentif à ces objets, il montre que la plupart, en fait, ils datent, Dora Europos, c'est de l'époque classique, alors que ces objets, ils datent de l'époque du 12e millénaire, donc ça ne vient pas forcément de Dora Europos, parce qu'il n'y a pas des niveau plus ancienne, mais ça peut être de Mari ou Tarka ou un autre site beaucoup plus ancien. La question du patrimoine en tant qu'arme de guerre et de propagande, cette photo, je pense, ça peut résumer chaque fois qu'une des forces. Et la dernière photo que j'ai dit, c'était la génération future. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont devenir des djihadistes ou ils vont recommencer? C'est ça la question la plus importante qu'on doit en fait se poser, se préparer dès maintenant. Parce que ces enfants, ils ont connu que la guerre. Merci et désolé.